Bonjour Séverine, merci Bonjour Carole. de m'accueillir dans ta belle maison, hein, au milieu des montagnes, comme ça, avec beaucoup de bois. On est toujours très bien dans cette maison. Et bah, je suis là aujourd'hui parce que j'ai envie, je suis curieuse de savoir, parce que je sais que tu vas animer des stages, et alors je suis curieuse de savoir quelle est ton intention. Le premier stage, donc, il se tiendra fin septembre. Donc le titre, c'est Laisser la vie sauvage libre en nous. Pour moi, en fait, c'est vraiment l'occasion de partager des pratiques qui me passionnent, en fait. Hein. C'est vraiment une passion que je partage, à la fois des pratiques de méditation, des pratiques de yoga aussi, et des pratiques d'investigation intérieure. Pour aller à la découverte de soi, en fait, dans un contact profond avec soi, avec comme objectif de permettre à chacun de contacter une part de soi qui est libre. Et sauvage. Et sauvage, et sauvage, parce que ma propre expérience, c'est ça que je trouve assez merveilleux, c'est que maintenant je peux voir en fait en moi voilà, c'est difficile à décrire parce que c'est vraiment une vision intérieure, tu vois, mais la vie, donc un mouvement en fait, un mouvement complètement libre, totalement, mais au-delà de la liberté même, c'est-à-dire c'est plus que libre, c'est une espèce de feu brûlant, quoi, et comment on va, à cause de nos conditionnements, de nos habitudes, de nos peurs, parce que justement depuis qu'on est petit, on a appris à contraindre cette liberté, ce qu'on appelle l'ego va s'approprier, s'accrocher à ce mouvement libre pour en faire quelque chose de personnel. Et non plus être ce vivant libre, mais quelque chose qu'on va vivre. On a tendance plutôt à dire je vis ma vie, alors qu'en fait, la vie se vit à travers ma forme. Donc, il y a une appropriation en fait, de ce mouvement de liberté. Voilà. Et donc, l'intention du stage, c'est d'aller explorer ça. D'aller voir, alors déjà d'aller essayer de toucher cet espace de liberté, cet espace de ce mouvement libre. Et puis, si on n'y arrive pas, si c'est pas ça qui est disponible dans l'instant, c'est d'aller voir ce qui contraint ça, ce qui enferme ça, ce qui l'empêche, ou en tout cas nous laisse croire que ça n'est pas libre. Hein, parce que c'est plutôt toutes ces contraintes, tous ces empêchements, ça se passe beaucoup au niveau de la pensée, des croyances. Et donc mes pratiques, elles ont pour objectif d'aller voir les mécanismes qu'on a mis en place pour empêcher cette liberté d'être. Je pose l'intention du stage, et puis après, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Chacun va explorer. Va venir avec qui il est, voilà. Ce qu'il propose, là où il en est, de sa compréhension. Donc moi, je vais partir beaucoup de ma propre expérience, mon propre vécu, et de ce que je peux percevoir de toute cette dynamique, en fait, à la fois de liberté et de contrainte. Et en même temps, parce que j'ai mon propre chemin et mon propre vécu, mais j'observe bien que chacun va pas fonctionner de la même façon, il va pas avoir peut-être poser les mêmes contraintes que moi ou les mêmes conditionnements, et en fait c'est là qu'intervient ce que j'appelle l'accompagnement en tant que tel, c'est-à-dire être en capacité d'amener chacun au cœur de sa propre dynamique en fait, et d'être en capacité de l'emmener un pas plus loin. Voilà, faire juste un pas, c'est déjà extraordinaire. Ouais. Et ce que je trouve très beau, c'est que malgré, bien sûr, il y a le conditionnement est une forme d'empêchement à cette liberté, à la vivre en tout cas. Et néanmoins, les pratiques ont quand même ce pouvoir parfois de faire vivre l'expérience de la liberté malgré la contrainte. Et ça fait partie aussi d'ailleurs des choses que j'enseigne, c'est de voir que même dans la contrainte, la liberté est là.
même si on n'en a pas forcément nécessairement conscience au début, de fait, je dirais, on est déjà libre, quoi. La liberté contient l'absence de liberté. C'est pour ça que je disais la liberté est plus vaste que la liberté. C'est même presque, comment dire, la liberté, c'est comme un accord profond avec ce qui est, et ce qui est peut être l'absence de liberté. Ça peut être un sentiment de contrainte très fort. Et ça, je dirais, c'est un peu l'étape ultime qui fait que même quand on goûte déjà fortement à la liberté, eh ben, on peut avoir des conditionnements qui reviennent jusqu'à qu'on voit que la liberté, elle existe aussi avec la contrainte. Voilà. À qui s'adresse ton stage? Qui va être intéressé d'après toi? Qui est-ce que tu as envie de venir? Qui est-ce que tu as envie de voir venir à ton stage? Ouais. Alors, moi, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont cette passion de se connaître profondément et de savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent. Moi, la grande question que j'ai depuis que je suis enfant, c'est je suis quoi, moi? Je suis qui? Et c'est quoi la vie? Ça a été la question que je me suis posée quand j'avais 6-7 ans. Donc et qui m'a jamais quittée, et qui a été la base de ma vie et qui l'est toujours. Et moi, je m'adresse à ceux qui se posent cette question, qui ont envie de savoir, de connaître c'est quoi le secret de l'humain, de l'être humain, tu vois. Et cette vie, parce qu'en fait, on ne sait pas. C'est un mystère. On ne sait pas, et ça reste un mystère, et en même temps, plus il y a une maturation, et plus on sait, entre guillemets, plus on connaît, mais c'est un savoir sans savoir. Et plus on a accès au mystère, et moins on sait, et plus on est détendu avec ce non-savoir. On n'est plus à se dire je veux ça, parce qu'on comprend que en fait, on y est tout le temps. Et quand c'est vu, qu'on y est tout le temps, dans ce qu'on cherche, ben la recherche s'arrête et du coup, il n'y a plus cette tension terrible vers la recherche. Et donc, c'est ça que tu aimerais que les gens découvrent aussi? Parce que, oui, quand je dis à qui s'adresse, donc à des hommes, des femmes qui sont en recherche, de savoir c'est quoi le mystère de la vie, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la vie, enfin, toutes des grandes questions existentielles finalement. Et est-ce que ça veut dire que les gens qui vont venir doivent déjà être sur cette recherche depuis un certain temps? Non, pas du tout. Les gens qui sentent tout simplement une vibration, une attirance, quoi, tu vois, avec ce que je propose, sont bienvenus, quoi. Aucun prérequis. Alors, sauf, voilà, c'est vrai que... Sauf d'être chercheur. D'être chercheur, moi je suis quelqu'un de très passionné, donc, et puis de très... pour moi, c'est une très grande passion, cette quête, et puis ce partage, du coup, m'attire profondément. Et c'est clair que... voilà, j'espère attirer des passionnés, mais après, ce que je trouve très beau aussi, c'est que l'intensité de la recherche, ça vient avec le temps aussi. Ça s'approfondit, ça s'affine. Tu parles beaucoup d'expérimentation, donc un concept qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est le ici et maintenant, le ressenti corporel. Alors, est-ce qu'il y a une place pour le corps? Pour moi, ça a une place centrale. Parce que c'est déjà mon premier chemin, c'est la voie du corps, des ressentis, la voie des perceptions intérieures, pour une raison très simple, c'est que ayant un mental puissant, pour moi, même si j'ai fait un certain nombre de tentatives quand j'avais 20 ans pour méditer de façon assise, donc ce qu'on appelle l'assise silencieuse, je voyais bien que c'était pas satisfaisant. Parce que mon mental, pour moi, était trop présent, trop puissant, trop actif.
le fait de passer par le corps, par la respiration, par les sensations, par toute cette espèce de vécu intérieur qu'on a à chaque instant, pour moi, c'était assez miraculeux. Il y a vraiment eu un moment où je me suis dit, mais c'est incroyable parce que ce que je perçois, c'est que mon corps sait ce que je cherche. Il est déjà ce que je cherche. Le corps, lui, il est tranquille, il est déjà silencieux. Il ne demande rien, il ne pose pas de questions, il n'embête personne, il est là tranquille, il attend. Et donc, si je vais dans le corps, je vais forcément savoir ce que je cherche, je vais voir. Ça a été vraiment une grande révélation pour moi. Et le fait de descendre dans le corps, dans la perception de la sensation, a un effet très bénéfique sur le mental, c'est que ça va décentrer l'attention qui a l'habitude d'aller dans le mental, de voir à travers ce que j'appelle les yeux du mental, de décentrer l'attention et de la développer d'une façon beaucoup plus globale, à l'être entier. Et du coup, voilà, c'est une voie royale, je pense, pour les Occidentaux qui utilisent beaucoup leur mental pour toute chose, même pour répondre à des questions auxquelles le pauvre mental ne peut pas répondre, parce que le mental est un outil, et donc il n'a pas vocation à répondre à la question qui suis-je ou qu'est-ce que la vie, c'est pas son rôle. Depuis quelques années, j'ai cette chance inouïe que mon mental s'est complètement simplifié et presque vidé. Et donc, maintenant, pour moi, l'assise, elle est silencieuse. Voilà. Alors, parfois, mon mental redevient un peu foufou et vient me raconter des trucs. Mais fondamentalement, j'ai des longues phases où même, parfois, je ne trouve plus mon mental. Et je ne sais même pas où je l'ai rangé. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Du coup, j'ai développé une pratique de méditation de façon très spontanée et intuitive. Ce que je découvre, c'est que la méditation, c'est être, c'est la présence. Pendant 20 ans, j'ai essayé d'être présente. Donc j'ai fait des pratiques où j'ai développé une attention pour être présente. Et puis ces 3 dernières années, j'ai découvert qu'en fait, j'étais tout le temps présente, mais qu'il y avait en moi des mécaniques pour m'en extraire. Et pour donc, te faire croire que tu n'étais pas présente. Pour me faire croire, tout à fait. Pour me faire croire, de me donner cette impression. C'est vraiment une impression, il y a une sensation de présence quand même. Pour me donner l'impression et la sensation que je n'étais pas présente. Pour moi, ça a inversé complètement le truc, c'est que j'ai compris que je n'avais pas d'efforts à faire pour être présente, mais que je faisais à chaque instant des efforts pour sortir de la présence. Pour tenter. Ah oui, c'est intéressant. Et ça a été, mais ça a été incroyable, parce que du coup, la pratique était très différente. Il n'y avait plus qu'à regarder. Alors, de fait, je le faisais déjà. Je regardais les mécanismes qui m'empêchaient d'être présente. Mais désormais, je regardais les mécanismes qui m'extrayaient de la présence, me donnaient l'illusion. Et c'est intéressant parce que ça crée vraiment un très très gros changement en fait. Ah oui, voilà, c'est voir le problème presque de l'autre côté. De l'autre côté, tout à fait. Il y a plusieurs façons d'aborder la méditation. On peut effectivement essayer l'espace, quelques instants, quelques secondes, de cesser toutes ces mécaniques et d'essayer de goûter cet état naturel. Ça, c'est une méditation qui est possible. Ensuite, on peut aussi simplement se poser et puis voir tout ce qu'on fait pour essayer de quitter cet état, de quitter cette présence. Tout ce qui se joue en nous, en fait. À chaque instant, il y a tout un tas de choses. Et peu à peu, on va apprendre à plus manipuler l'instant. On va apprendre à cesser cette manipulation qu'on fait à chaque instant sur toute chose. On est constamment en train d'essayer de modifier le réel. Ça, c'est notre grand jeu. Faire un film. Voilà, modifier le réel, c'est notre grand truc. Je rejette, je prends, je m'approprie, c'est mon truc, c'est ma vie, c'est mon problème. J'en veux pas, c'est pas assez bon. Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi ce serait pas comme ça plus tôt? Quand je serai dans 3 mois, ce sera mieux. Enfin, tous ces petits trucs, et même le fait de nommer les choses. Je pratique beaucoup avec je trouve qu'il y a une pratique des mots qui est assez extraordinaire, que j'ai beaucoup pratiqué. Le simple fait de déjà dire c'est de la colère. Ben ça, c'est déjà une façon subtilement
de faire quelque chose avec leur réel. Mmh. Si tu retires le mot colère, qu'est-ce qui reste, quoi? Tu vois? Déjà. Comme liberté. Ouais, tu regardes un arbre. En fait, tu as l'impression que tu regardes l'arbre, mais tu es déjà en train de l'appeler arbre. Donc entre toi et l'arbre, il y a déjà le nom, il y a déjà le mot qui sert de fil, tu vois. Donc il n'y a plus ce vécu direct. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est plus le vécu est direct, plus la vie est libre. Plus le sentiment de vie est libre, en fait. Tu vois. Et c'est beaucoup ça qui m'a interpellée ces trois dernières années, c'est la différence entre un vécu direct, qui est même plus que direct, parce que c'est vraiment la vie est là. Tu vois. Il n'y a pas de commentaire, en fait. Ouais, c'est un truc, c'est physique, c'est là. C'est difficile d'expliquer. C'est indicible. C'est indicible. Et puis, tac, ça y est, je suis encore quelqu'un qui vit sa vie. Ah, c'est sympa, là. T'es quelqu'un qui vit sa vie. Bon, puis pouf, il n'y a plus que la vie, tu vois. C'est un truc très, 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 très subtil. Et en même temps, moi, qui me passionne, et ce que je trouve merveilleux, c'est que ces pratiques-là permettent vraiment d'explorer ça, quoi. Et qui tu es, toi, aujourd'hui? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager? Parce que tu me parles là depuis un moment en disant, il y a 3 ans, il y a 20 ans, Oui. il y a 10 ans, donc ça fait un moment que tu es en recherche. Oui. Donc là, aujourd'hui, qui es-tu? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager? C'est une vraie question. Parce que j'avais vraiment cet élan de... Moi, je suis très passionnée par l'accompagnement, qui est mon métier, parce que je suis encore coach. Et donc, il y a cette passion d'accompagner. Ça, c'est très clair. C'est vraiment... Voilà. C'est vraiment ce qui m'apporte beaucoup de joie. Après, enseigner, accompagner à un niveau spirituel ou profond. Si aujourd'hui... je fais le pas, c'est parce que je suis plus claire à partir de quoi j'enseigne, à partir de quoi je partage, tu vois. Le fait que ce que j'appelle être se stabilise, que ça devient mon espace naturel de vie, juste cette présence, m'a donné cette justification en quelque sorte, en me disant, maintenant, il y a ça, il y a cette tranquillité. Et il y a cette simplicité. Voilà. Il y a une forme... Alors, c'est un peu curieux de dire, mais c'est devenu tellement banal, tellement simple. Et en même temps, parce que la banalité n'a rien du tout péjoratif là, dans ce mot-là, mais pourtant, c'est tellement banal et simple. C'est une banalité qui a un goût qui est sans commune mesure. C'est-à-dire que c'est... Dans la présence, tout est vécu. Tout a le même poids en quelque sorte, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre. Et moi, quand j'étais adolescente, je rêvais d'une vie extraordinaire parce que je trouvais que ma vie n'avait pas de goût. Elle n'avait pas d'intérêt. Moi, je voulais vivre l'aventure, tu vois, être touchée par la vie. Et en fait... finalement, c'est dans cette banalité que je trouve cet extraordinaire. Mais je trouve aussi important, parce que je te connais, de dire, voilà, que tu as un compagnon, que tu as un enfant, oui. que cette passion, c'est ça qui est aussi très encourageant, je trouve, pour les gens qui vont t'écouter et qui vont venir suivre ton enseignement, que tu peux avoir une vie comme tout le monde, c'est-à-dire, tu vois, d'avoir un travail, un compagnon, une maison, un enfant, et que cette passion pour la connaissance de soi ou du soi n'oblige pas à être un renonçant. Oui, à vivre dans une grotte. Oui. Ouais. Il me semble que c'est important aussi de partager ça. Oui, tout à fait. Alors, il y a des pratiques qui exigent du temps et c'est vrai, de l'engagement personnel. Ça, c'est évident. La méditation, notamment, en fait partie. Mais il y a des tas de pratiques qu'on peut faire au quotidien. Et moi, je suis vraiment dans la vie, parce que je travaille aussi en entreprise. J'ai une petite fille de 4 ans. Et puis, je suis en couple. Et donc, en fait, c'est là qu'est ma pratique. C'est dans toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, je trouve que c'est même presque un cordon de sécurité indispensable. Parce que dans ces chemins-là, on a vite fait de se prendre pour quelque chose.
ou de s'approprier certaines expériences. On dit « Ah, j'ai vécu ça, ma chérie !» Ça y est, j'ai mon premier comment on appelle ça, ma première médaille. Tu sais, les trucs qu'on a au ski, là. Ah oui, 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 les flocons. Les flocons, j'ai vécu ça, j'ai un premier flocon. Spirituel, ça. Oui, c'est vrai. Je dirais qu'en fait, c'est un chemin de dénuement. Et donc, tout ce qu'on va s'approprier sur le chemin, tout ce qu'on va rajouter, ce qu'on va croire qu'on a appris ou qu'on a compris, ben, tout ça, c'est un peu comme les boules du sapin de Noël. Il y a un moment, il va falloir s'en débarrasser. Même les trucs les plus extraordinaires, les expériences les plus extraordinaires. Mais pour revenir à, effectivement, le fait d'avoir une vie normale, pour moi, ça reste... enfin, c'est ma pratique. Je ne saurais pas faire comme autrement. C'est ma pratique, elle est exigeante, beaucoup plus que d'être dans une grotte, voilà, dans la nature, ou en tout cas de s'isoler beaucoup, même si s'isoler un peu reste nécessaire. Bah, merci Caroline. Bienvenue. Et bonne chance pour ce stage. J'espère qu'il y aura plein de monde. Ouais, tu le mérites bien.